Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma, épisode de gala pour 3 raisons. La première, c'est que c'est les 1 an du podcast, joyeux anniversaire After Cinéma. Deuxième raison, c'est puisqu'on va faire notre top 10 films pour conclure en beauté cette année 2024 avec les plus beaux films de notre année. Et dernière raison par laquelle on va commencer, c'est la dernière manche de notre fameux quiz de 2024. Aujourd'hui, nous allons avoir un gagnant ou une gagnante. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en forme, l'équipe? Hello, ouais, en forme. Ouais. Moi En aussi, je suis forme. bouillante. J'espère que bouillante. Snéha a pas triché, mais Non, Snéha n'a pas du pour tout avoir triché le cadeau de fin. parce que c'est impossible d'avoir triché. J'ai préparé Je ça. vais gagner dans les règles de l'art. Alors, c'est très peu radiophonique, mais je suis accompagné de Monsieur Huitard, qui est huissier de justice pour la Star Academy et qui va gérer les décomptes des points dans ce quiz. Donc, je vous le dis, j'ai fait le décompte des points. Donc, je ne vous dirai pas le score actuel. Ce que je vous dirai comme info, c'est que tout le monde peut encore gagner. Donc là, aujourd'hui, je vais vous poser... Il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 dernières questions qui vont faire la décision. Et je vous dis, vraiment, parce que je sais que certains n'y croient plus, vous pouvez tous gagner. Le score est beaucoup plus serré que vous ne pensez. Est-ce qu'on est prêt? Ouais. Allez, on va commencer avec une première question. Quel est le film qui a le plus performé au box-office mondial en 2024? Je ne l'ai pas dit, mais du coup, ce sera un quiz sur l'année 2024 en cinéma. Le film qui a le plus performé au box-office mondial? Dune 2, Non, Gladiator. non, Avatar. non, Challengers. non. Si vous ne trouvez pas, je vous donne des indices au bout d'un moment. Megalopolis. Non, Bah non. The Fall Guy. non, ce Fall Guy a fait un bide. C'est plutôt la... La zone d'intérêt. Non. Je vous le dis très régulièrement, et c'est le cas de cette année, les films qui cartonnent sont des films familiaux. Un petit truc en plus. Non, Supersonic. non. En règle générale, le film qui cartonne le plus dans l'année, c'est pas un film classique en prise de vue réelle. Vice versa. Un point pour Nina. Allez. C'est vice versa 2 en effet. Ça, c'est un peu une règle d'or, mais quand il y a des Disney un peu événements ou des Pixar qui sortent, souvent c'est eux qui remportent la palme. Allez, un point pour Nina. On enchaîne, on continue, restez en forme, tout est encore jouable, rien n'est fait. Alors, on va commencer avec un film que Nina a adoré, on continue, sur un petit truc en plus. Un petit truc en plus a réalisé Comme une par hasard. performance cette année qui n'a pas été faite depuis 2014. Laquelle? Il y a un taux d'inclusion jamais égalé. Non, c'est pas ça. Le plus d'entrées la première semaine. Non, Ça a été tourné en moins de temps possible. non. Je vous donne un indice. Le moins de budget. Non. Donc c'est le film qui a fait le plus d'entrées en France, hein, on est d'accord. Il y a une particularité de ce film qui fait que en tant que film, ça faisait pas depuis 2014 qu'un film comme ça n'avait pas été premier au box-office en France. C'est un film qui a eu plus de personnes en province qu'à Paris. Non, c'est pas ça. Bah, un film qui a été financé d'une certaine façon. Non. Même si c'est un peu ça, mais non. C'est beaucoup plus simple. Un film qui est sorti dans une certaine période. Non, c'est pas ça. D'un film qui est... Non. Non. En vrai, habituellement, les films qui cartonnent chez nous, ils sont... Nommé au César. Non. Ils sont pas... Bah, c'est des comédies. Non, mais ils sont... Ils sont de chez nous ou pas? Ah, ils sont Ah, américains, ils sont français. Ouais, ça fait depuis 2014. Je vais donner le point pour Sné parce que tu l'avais en premier. C'était rare n'est pas crétin. Ouais, en effet, c'est ça. C'est depuis 2014, on n'avait pas eu un film français qui avait été premier au box-office français. Et donc en 2014, c'était Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc quand même, on peut se dire en toute honnêteté qu'on s'est amélioré depuis. Alors, donc là, on a parlé dans les 2 premières questions de grands succès. Maintenant, on va regarder de l'autre côté, puisqu'évidemment, pour qu'il y ait des gagnants, il y a des perdants. Quel est le plus gros bid, le film qui a fait le plus gros bid en le rapportant à son budget? Mégalopolis. Non, Mais The Fall dans le Guy. monde. non, c'est en France. Pardon, c'est vrai. Ouais, dites des films qui ont bidé cette année. Eurogagnant. Les Trois Mousquetaires, le 1 ou le 2. Non, c'est pas ça. C'est pas un film qui a forcément un énorme budget. C'est surtout qu'il a très très bien bidé. Enfin, il a quand même un beau budget, mais il a bien bidé. C'est un film qu'on n'a pas traité dans le podcast. Mais qu'on a failli traiter dans le podcast. C'est un remake. Un remake d'un film français qui existait dans les années 60-70. C'est un texte.
Non, c'est une relecture un peu féministe d'un Les film liaisons qui est... dangereuses. Non, Emmanuel. bravo, un point pour Nina. Ouh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. En effet, c'est Emmanuel qui a fait le plus gros bid dans le rapportant à son budget. Alors, on continue un peu dans les succès un peu publics. Cette année, la France a réalisé une performance que aucun autre pays au monde a réalisé autour du cinéma. Laquelle? Le plus de sorties de films. Non, Le plus de films. Un film qui a été nominé aux Oscars. non, Le plus de récompenses non. C'est plutôt en rapport avec les... Non, je ne peux pas donner cette info, ça va être trop direct. Plutôt avec le succès des films, on va dire. Ah, la moyenne des scores sur Allociné. Non, c'est pas ça. Succès public, pas critique. Le plus de sorties en salle. Non. Non, le plus Le de plus d'entrées spectateurs en qui sont salle, allés voir ouais. Alors, les films en Là, salle. vous y êtes presque, mais c'est... Au c'est- niveau mondial, c'est les films qui ont été le plus vus. Non, c'est pas ça. Mais là, vous y étiez sur le nombre de spectateurs en salle, qui est beaucoup en France, mais qui n'est pas le plus élevé au monde. Mais par contre, c'est le seul Le pays au plus monde. jeune public. Non, Qui fait les meilleures entrées au cinéma. non, Qui a le plus de spectateurs qui vont au Qui a cinéma. le plus grand nombre de salles. non, c'est pas ça. Comment vous donner un dernier indice ça va être rappelé de la vitesse. On n'a pas le nombre de spectateurs le plus élevé, mais par Ah, contre, la proportion de personnes qui vont Non, au c'est pas ça. cinéma dans le pays, non. mais récemment, le nombre, la fréquentation des salles, elle était plutôt en hausse ou en Ah baisse. oui, c'est ceux qui ont le plus de personnes. Enfin, C'est où il y a eu la plus, Ouais, la ouais, plus c'est haute ça. hausse de spectateurs. C'est presque ça. C'est quasi ça. Allez, vous l'avez. C'est le truc de hausse de spectateurs. En effet, c'est la plus haute hausse, mais c'est même c'est la seule hausse de spectateurs de tous les pays du monde. un point pour Gaspard. Waouh. C'est le Bravo. seul pays au monde qui a vu Bravo. sa fréquentation de salles augmenter entre 2023 et 2024. Putain, en vrai, c'est dur, c'est dur. Ouais. Parce que c'est ouf qu'il y ait qu'un pays où il y ait une hausse. Exactement. Tous les autres pays, donc évidemment depuis le Covid, ont connu des baisses énormes et les baisses continuent, notamment aux États-Unis où on a un énorme drop, je crois que c'est autour des 30%, quelque chose comme ça. Et donc la France, c'est le seul pays au monde où il y a évidemment un suivi consolidé de ça, où la fréquentation est en hausse. On n'y est pas pour rien. Et alors, dernière question pour aujourd'hui. Cette année, sur la Allociné, il y a 2 films qui ont eu 4,5. C'est les films qui ont eu la meilleure note spectateur 2024. Quels sont ces 2 films? Il y a 2 points à gagner. Le comte de Monte Cristo. 1 point pour Nina. Allez, et un dernier film. Un petit truc en plus. Non. C'est pas français. Poor Things. Non. Dune 2. Dune 2, 1 point pour Gaspard. Et bah ça termine notre classement. Bravo déjà à tous et à toutes. Bravo. Vous pouvez vous féliciter, vous applaudir, même si c'est peu radiophonique, mais bravo. Et ben on passe au classement final de cette année 2024 et on va couronner le ou les gagnantes. Donc je vais vous révéler le classement. Bon, il s'est passé une dinguerie aujourd'hui parce que... Donc je vais vous le dire maintenant du coup, avant les enregistrements de cet épisode, le classement est... Non, on remarque, je vais pas vous le dire parce que sinon ça révèle qui est gagné aujourd'hui. Alors, à la 3e place, on a une égalité. Donc, on a 2 personnes qui ont fait 13 points cette année, tous les deux. C'est Gaspard et Nina. Non, Gaspard et Snéa, pardon. Bon, du coup, ça révèle qui a gagné. Alors, pour Snéa, pour ta 3e place ex aequo. Donc plutôt deuxième, non? Ex aequo. Bah, du coup, oui, 2e ex aequo. Oui, pardon, je suis sous le coup de l'émotion. Gaspard, pour ta 2e place. Merci. Bravo. Et Nina, pour ta victoire cette année. 2 cadeaux. Ah, Bravo. Oh, Bravo Nina, Merci. c'est la grande gagnante. Et pour vous dire les scores, du coup, elle a 1 point de plus que vous. Et pour vous dire, aujourd'hui, c'était Snéa qui était en tête. Elle avait 12 points, vous aviez 11 points chacun. Putain. Je sais qu'il y a de l'amertume quand même. Alors, Gaspard, on va commencer par toi. Je vois que tu as fini ton déballage. Qu'est-ce que tu as gagné? Oh. Un livre de The Office, la série racontée par ses créateurs, de Brian Baumgartner et de Ben Silversman, Bravo. aux éditions Capricci. Bravo, Gaspard. Snéa, qu'est-ce que tu as gagné?
L'analyse de séquence de Laurent Julier. Très connu, là. Et alors, Nina, du coup... Le DVD de Emilia Pérez. Non, c'est l'album. L'album. Trop Donc bien. ça, les cadeaux que vous aviez, c'est les cadeaux que Oh, j'avais c'est prévus en mode un peu lot de consolation pour chacun, genre en mode si vous gagnez pas. Et donc Nina, là tu vas ouvrir le cadeau que j'avais prévu en plus pour la personne qui gagnerait le quiz. Un film en cache 3 autres. Alors donc ça c'est un Peut en livre, cacher 3 autres. c'est un livre en fait, quand t'as aimé un film, il te cite 3 autres films qui ont inspiré ce film-là et que tu peux regarder qui ont servi d'inspiration. Donc en fait il y a des succès un peu cultes, genre La La Land, des trucs comme ça. Et genre à chaque fois, il y a des recos d'autres films à regarder. C'est incroyable. Voilà, C'est trop stylé. Merci beaucoup. bravo à tous Merci et à beaucoup, toutes Walid. pour Merci cette belle année de beaucoup, quiz. Walid. Rendez-vous en Bravo 2025. à Nina. Bravo à Nina pour Bravo sa à belle vous victoire deux. sur le fil, parce que Nina était en tête longtemps, mais elle a été rattrapée sur la fin. Et Snéa qui a été en tête à la fin, malheureusement pour cet épisode d'aujourd'hui. Pour Snéa, malheureusement pour Snéa, bien sûr. Très contente de mon livre. Mais bravo. Bravo à tous et à toutes. Et bien maintenant, place au cœur de notre émission, le top 10 films 2024 de la rédac. Avant de se plonger dans le classement, 2-3 petits points à voir ensemble. Le premier, comment fonctionne ce top ? Donc j'ai demandé à chacun et chacune des chroniqueurs, des chroniqueuses de l'émission, et puis à moi-même aussi, de faire un top 5 films. Donc ça, ces films-là sont ceux qui vont constituer notre top 10. Et pour départager les films de nos tops, on a aussi considéré les films de la 6e à la 10e place de vos classements. Donc c'est pour ça que vous m'avez fait des top 10. Et donc à chaque fois qu'un film qui était dans le top 5 de quelqu'un était mentionné dans le top 10 d'une autre, il avait un point bonus. Et ça permettait comme ça de départager les films, parce qu'en fait, vous allez le voir, dans nos top 5, on a mis des films très différents les uns et les autres. C'est super, ça veut dire qu'on a une bonne diversité d'opinions autour de la table. Donc ça, c'est hyper cool, c'est une super nouvelle. Et du coup, pour les départager et pour pas avoir 15 000 films dans le top, vous verrez, j'ai fait ce système-là pour vous les départager. Et donc du coup, vous le verrez, il y a un seul film qui a été cité dans un top 5 de quelqu'un qui n'est pas dans le top 10. Mais peut-être qu'on fera un mot sur celui-là vite fait, et après, avant de commencer le top 10. Juste avant qu'on commence, petit tour de table, je vais vous demander 2 choses. La première, c'est un petit bilan de votre année 2024. Et puis ensuite, comment vous faites votre top ? Donc bilan de votre année 2024, pas d'un point de vue perso, hein, évidemment, je vous demande pas de vous épancher. Écoutez, moi, c'était une année difficile. Non, vraiment d'un point de vue cinéma, évidemment. Et la deuxième chose, c'est comment vous faites votre top. Qu'est-ce qui fait qu'un film que vous avez vu cette année, vous le mettez plus haut qu'un autre, etc. Puisqu'évidemment, je pense qu'on est plutôt tous d'accord autour de la table, c'est des tops subjectifs. On ne prétend pas à l'objectivité et dire que les films qu'on a mis haut sont des plus grands films que d'autres. Vraiment pas. Donc du coup, je vous laisse commencer la parole. Qui veut commencer avec son bilan année 2024 et puis et comment il fait son top ? Moi, je peux commencer. Allez. Moi, j'ai donc le bilan de mon année 2024, c'est que j'en sors pas trop satisfait parce que j'ai l'impression d'avoir vu des films, beaucoup de films comme d'habitude, mais j'ai pas beaucoup de fois été vraiment abasourdi. Enfin, j'ai eu 2 coups de cœur et donc moi, quand j'aime sans compter. Ce qui fait que je tire un bilan, certes négatif, mais pas trop dans le négatif quand même, parce que j'ai eu 2 gros coups de cœur qui ont un peu sauvé mon année, parce que sinon je suis assez pas déçu, enfin, mais peut-être que je vieillis et peut-être que j'ai une appréciation différente des films que je vois, mais j'aimerais bien pour une de mes résolutions en 2025, c'est avoir un regard nouveau pour aimer de nouveau beaucoup de films, parce que peut-être que je suis devenu trop critique finalement. C'est beau. Et que, en fait, peut-être que le problème, c'est pas le cinéma, c'est moi. Après, peut-être que l'année 2023 était aussi assez extraordinaire en termes de qualité de film, j'ai l'impression. Enfin, Anatomie d'une chute, The Fabelmans, les films qu'on avait en haut de notre top, c'était Ouais. quand même. Enfin, je pense que c'est des films qui feront date. J'ai l'impression que cette année, il y a peut-être un peu moins de films qui feront date. Peut-être Nina, je te laisse enchaîner sur ton bilan d'année 2024. Moi, je suis assez alignée avec Gaspard. Il y a pas mal de films que j'ai bien aimés, mais j'ai pas non plus de. J'ai eu un ou deux gros coups de cœur, mais à part ça, et encore, et puis c'était pas non plus des coups de cœur évidents comme j'ai pu en avoir en 2023 où je sortais de la séance et que je savais que c'était évident que ce film allait finir dans mon top 3. Donc ça, c'était un peu moins évident cette année. Après, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, j'avais l'impression que dans mon top, il y avait des films de genre très différents.
Et je trouve qu'on a vu des films vraiment très différents et des films plus populaires qu'on a adorés. Enfin voilà, je trouve qu'il y avait une variété de genres qui était appréciable cette année. Mais après, voilà, mon top 5, c'était pas si dur. Mais après, j'ai trouvé que faire mon top 10, c'était compliqué. Parce qu'en fait, il y a quand même pas tant de films que j'ai vraiment adorés. Et j'ai l'impression que à la fin, c'était un peu poussif, quoi. Je mettais des films que j'aimais moyennement dans le top, quoi. Moi, déjà, première satisfaction cette année, c'est que j'ai vu beaucoup plus de films en salle, notamment dans le cadre du podcast, et puis même au-delà de ça, on a vu beaucoup de films en salle, et ça, c'est toujours un grand, grand plaisir. Le plaisir de la salle, il reste intact. Après, je pense que, oui, je suis d'accord que j'ai eu moins forcément de coups de cœur qu'en 2023. Je pense que 2023, c'était quand même un très grand cru, j'ai l'impression, mais peut-être que je parle avec nostalgie et qu'en fait, je me disais déjà 2022 que c'était un grand cru. Mais là, 2024, j'ai l'impression un peu moins. Mais il y a quand même eu pas mal de films solides. Enfin, moi, j'ai eu un peu de mal à faire mon top 10. Genre, je me suis quand même dit, il y a beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés. Quand j'ai fait toute la liste des films que j'ai vus cette année et que j'ai fait le classement complet, quand même, les places valaient cher pour être dans le top 10. Donc ça, je suis assez content. Et puis je crois que surtout, ce que je trouve pas mal aussi dans ce top-là que j'ai de top 10, c'est qu'il y a une assez bonne diversité de films. C'est-à-dire qu'il y a des genres très différents. Il y a du spectacle populaire, il y a du film un peu plus niche. Voilà. Et j'ai l'impression qu'en termes de grands spectacles, ça a été une année un peu en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a eu des films genre Dune 2, Comte de Monte Cristo, que j'ai beaucoup aimé, et puis d'autres grands spectacles où je suis resté un peu à côté. Mais voilà. Et ben moi c'est un peu pareil que Nina et Gaspard. J'ai l'impression que il y a eu plein de grands films qui ont été un peu conceptuels et qui changeaient d'habitude et que j'ai trouvé assez fou sur plein de critères. Et en même temps, c'est pas des films qui m'ont vraiment touchée. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des films qui étaient pas spécialement des grands films, mais qui m'ont beaucoup touchée. Et aucun film qui était vraiment des véritables coups de cœur et qui alliait un peu les deux. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu pareil que Gaspard, dans le sens, j'ai eu un peu peur de plus être capable d'avoir des coups de cœur parce que, je sais pas, je voyais trop de films. Et ça m'a un peu inquiétée parce que pour le coup, j'ai pas eu même pas de coup de cœur par rapport à vous cette année, je crois. J'ai pas de film. J'ai eu beaucoup de mal à faire mon top 10 parce que j'avais rien qui genre m'avait touché et que je voulais absolument mettre. Et après, pour répondre à ta question de comment je fais mon top, c'est un peu ce que j'étais en train de dire là. C'est-à-dire, j'essaye de mettre à la fois des films qui m'ont touché et de pas trop réfléchir et de me dire quels sont les films dont je me souviens le plus. Et en même temps, je mets pas que ça parce que j'aime bien mettre aussi des films qui parfois peuvent être remarqués pour le concept ou pour voilà, des choses qui sortent un peu des rangs. Et donc, je fais un espèce de mix des deux. Ouais. Vous voulez continuer sur comment vous faites votre top 10? Non, moi je voulais juste dire que je suis assez alignée. Je pense que je fais mon top 10 un peu pareil que Snéha, ce qu'elle vient de dire. Mais par contre, du coup, moi j'ai eu l'impression que devoir faire un top 10 à la fin de l'année, quand tu essayes un peu de retrouver les émotions que tu as eues sur des films qu'on a vus au début de l'année, c'est très dur. Et du coup, j'avais l'impression de faire sortir certains films dans mon top 10 parce que je les avais vus récemment et ressenti une émotion récente. Là où je sais qu'il y a des films que j'ai adorés et en fait, j'avais du mal à retrouver l'émotion parce que ça remontait loin et donc c'est un peu j'ai eu un peu de mal avec ça. Je sais pas si vous aussi. Ouais, moi aussi, hein, je trouve que c'est hyper dur d'avoir un vrai souvenir de ces émotions. J'ai l'impression que c'est presque un vrai métier d'être critique de cinéma, hein, c'est marrant. Mais ouais, moi pareil, il y avait même des films que j'avais mieux notés que d'autres, mais qui sont moins hauts dans le classement. Parce que, je sais pas, aujourd'hui, de ce que j'en pense, je préfère tel film que j'avais moins bien noté à la sortie de la séance, parce qu'après, j'aime pas les renoter. Donc c'est assez marrant de voir ça. Et puis il y a des films que, peut-être sur le moment, j'étais sorti de la salle en aimant, et aujourd'hui, je les mets pas dans mon top 10. Enfin, je trouve que c'est un exercice vraiment à part entière, qui est vraiment différent de la sensation en sortie de cinéma. Ouais. Moi, ce que vous dites, je suis hyper aligné et surtout, j'en ai même quasiment en fait mon critère principal, c'est-à-dire que en fait, moi, je fais mon top 10 par rapport à ce qui me reste des films, c'est-à-dire à quel point ils sont restés
qu'ils ont grandi en moi au fil de l'année, que l'émotion, elle m'a un peu soit traumatisé, soit marqué, soit voilà, marqué un peu au fer rouge. Et justement, je classe vraiment mes films comme ça, en fait. Genre, je me dis, bah, celui-là, je suis encore vraiment l'émotion, je l'ai vu en février, ce film, et genre, l'émotion est encore palpable, elle est encore là, etc. Du coup, j'ai pas du tout de prétention à dire que les films que je mets dans mon top 10, le top 1, top 2 est un plus grand film que le top 3 ou des choses comme ça. Genre, vraiment pas. Je pense que d'ailleurs, c'est même parfois un peu l'inverse. Il y a des films qui peuvent être considérés comme des grands films ou des films qui feront date et j'en ai conscience, mais que je peux pas mettre top 1 ou quoi parce que j'ai eu moins d'émotions ou j'ai été moins marqué que d'autres. Et par exemple, typiquement mon top 1, je pense pas que ce sera un film qui fera date dans l'histoire du cinéma ou quoi au caisse, mais même pas, mais pas du tout. Peut-être un peu dans la carrière de son cinéaste, mais voilà. Mais ça m'a tellement marqué, ça m'est resté tellement, et le film a tellement bien grandi en moi que à la fin, il m'a paru naturel de le mettre en top 1. Vous voulez ajouter quelque chose ? Eh ben, on est parti, roulement de tambour, suspense, le suspense est à son comble. Je l'ai dit un peu à l'équipe en amont quand on préparait l'épisode, mais ça va être un top 10 qui est un peu marrant, puisque il y a certains films qui se retrouvent très haut dans le classement, qui ont divisé la rédac. Donc je pense qu'on va un peu rigoler et que ça va être un peu un ring de boxe. Non, je rigole, évidemment, on respecte les goûts des uns et des autres et c'est important, mais on va bien rigoler. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, avant de commencer dans le top 10, il y a un petit film qui était dans le top 5 de l'une des personnes et qui se retrouve à la 11e place, qui échoue de très très peu. C'est un film qu'on a pourtant tous aimé follement, mais peut-être pas assez. C'est L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui malheureusement ne s'est retrouvé dans aucun top 5, sauf un, à la 5e place, chez notre ami Gaspacho. Ouais, le clip de 3 heures, on kiffe. Hein. Moi, j'adore les clips. Mais pourtant, je m'attendais à ce que tu le mettes plus haut. Sans spoiler les films que tu as mis plus haut. Mais juste, pourquoi il se retrouve à cette 5e place très rapidement, hein, parce que du coup... Bah non, mais peut-être parce que je l'ai vu à la fin de l'année et que du coup, il a un plus hors... j'ai plus un souvenir que les autres, mais voilà, je me souviens de cette scène de fin, de ce clip de 3 heures. Moi, j'adore. Enfin, c'est... ouais, je sais pas, juste le feeling... même si pour moi c'est pas un grand film, c'est pas un film dont on se souviendra, pour moi ça reste un film qui m'a extrêmement diverti et qui m'en a fait voir plein les yeux, plein les petites mirettes, et ça j'adore. Ouais, en tout cas on peut tous dire qu'on a quand même aimé le film. Grave, moi je pensais qu'il allait être beaucoup plus haut en fait. Et d'ailleurs je me dis que c'est peut-être un critère de mon top 10, que parfois j'ai pas mis des films en me disant que de toute manière les autres allaient le mettre et qu'en fait non, mais ouais, j'ai grave aimé, ça m'aurait pas étonné qu'il soit plus haut. Tu veux dire quelque chose, Nina ? Non, moi j'ai aimé, mais voilà. Et sans commentaire. Et voilà, désolé, L'amour ouf qui échoue à 1 point du top 10, et donc maintenant on rentre dans le top 10 comme je l'ai dit, et Snéa qui nous disait justement j'aime bien mettre des films sur des critères ou qui vont être moins présents. Et bien, parfaite transition vers le 10e, puisque c'est un film qu'on n'a pas traité dans le podcast. Ce n'est pas un film, et c'est Snéa, c'est Une famille de Christine Angot. Waouh. Je suis hyper contente qu'il soit dans le top 10, je n'y croyais pas. T'es la seule à l'avoir cité. Hein. Combien de position ? Déjà, c'est alors, je vais te dire ça tout de suite. Il était 4e de ton top 10. Oui, c'est ça. Ouais. Déjà, c'est un documentaire. Ouais, voilà. Ce que mes compagnons ne veulent pas. Non. Et je l'ai mis dans le top 5 parce que je crois que c'est le seul film de l'année pour le coup où j'ai ressenti une émotion hyper forte. En gros, c'est un documentaire sur Christine Angot qui parle, c'est vraiment pas fun du tout, mais qui parle de l'inceste qu'elle a vécu avec son père et qui va réinterroger les membres de sa famille pour leur demander un peu comment il y a pu avoir une omerta pendant toutes ces années. Et ce que je trouve ouf, c'est que c'est un film politique qui est presque une arme en fait. Et du coup, je me suis dit que je voulais en parler parce que, bon, déjà, ça m'a bouleversée. Et deuxièmement, parce que je pense que c'est vraiment un grand film et que ça traite d'un sujet de société d'une manière hyper intelligente et aussi hyper...
comment dire, hyper crue et je pense qu'elle a dû vraiment se mettre à nu et probablement un peu sacrifier son intimité pour faire ce film qui à mon avis est d'une grande aide pour comprendre un peu comment ça peut devenir un espèce de secret de famille pendant des années. Et voilà, je trouve ça vraiment très beau et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir en parler et de le mettre dans mon top 10. Bah, moi, je l'ai vu aussi, puisque du coup, j'étais avec toi et j'ai adoré aussi. Pourquoi je l'ai pas mis dans mon top? C'est parce qu'en fait, je savais pas comment le classer. En fait, déjà, j'ai pas mis de film documentaire dans mon top 10. Je me suis cantonné à la fiction. Mais rien que là, quand t'en parlais, j'avais un peu les émotions parce que je me rappelais du documentaire et je vous recommande chaudement de le regarder. Enfin, quand tu disais, elle interroge les membres de sa famille, c'est vraiment littéralement des interrogatoires. C'est-à-dire qu'elle force la porte de sa belle-mère, des choses comme ça pour la confronter et vraiment c'est un documentaire qui est génial où il y a de la réalisation je trouve en fait en plus ça c'est un truc où moi je vais avoir un peu tendance à être un peu discriminatoire avec certains films documentaires c'est quand il y a pas quand on se contente un peu d'interviews face caméra sans parti pris de mise en scène là il y en a il y a des vraies idées le thème il peut paraître très abrupt et très difficile à aborder même à regarder mais en fait à part les moments où elle confronte sa famille qui sont un peu abrupts et un peu violents elle a un vrai traitement du sujet quand même hyper fin, hyper intéressant et qui en fait te rebute pas en te disant oh, on va me parler d'inceste pendant 1 heure et demie mais plutôt en fait les mécanismes un peu de lâcheté dans une famille, de pourquoi on cache certaines choses, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour que l'équilibre d'une famille reste préservé. Et du coup, je pense que sur cette thématique-là, on peut beaucoup plus s'identifier universellement plutôt que, évidemment, l'inceste, Dieu bénisse, tout le monde ne vit pas des incestes et c'est plutôt minoritaire. Mais sur l'aspect vraiment faire famille et tout ce qu'on est prêt à faire et à sacrifier pour qu'on maintienne un semblant d'équilibre familial, c'est assez incroyable. Et en plus, ça aborde aussi elle au moment où elle a construit une famille. On voit sa fille, on voit son ex-mari, le père de sa fille. Enfin, vraiment, c'est bouleversant, c'est génial. Moi, j'avais pas les critères pour le classer dans mon top 10, donc je l'y ai pas mis, mais j'aurais totalement pu. Moi, je trouve ça hyper cool que vous l'ayez mis dans le top 10 parce que ça permet. C'est vrai qu'en plus, quand vous nous en aviez parlé, moi, je m'étais dit que j'avais envie de le voir, mais entre-temps, ça avait fait son chemin et j'y pensais plus trop. Et en plus, ça me faisait penser à que cette année, avec Gas, on a découvert le film Festen. Et je pense que pour le coup, on l'a pas mis dans le top 10 parce que c'est pas un film de l'année, mais s'il avait fallu le mettre dans le top 10, on l'aurait mis très haut parce que je pense que ça a été une claque pour tous les deux. C'était en 2023. Ah mince. Oui, on l'a vu ensemble en fait. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai. On l'a vu l'été Ah, mais dernier. c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment. Enfin, j'avais trouvé ça hyper intéressant que ça soit abordé par le prisme du repas de famille, hyper original. Bon, bref, c'est un peu hors sujet, mais c'est vrai que ça me donne hyper envie de le voir. Donc, je pense qu'on le verra, Gas. Ouais, je pense aussi. Et voilà, donc le numéro 10, Une famille de Christine Angot, qu'on vous recommande chaudement. Je n'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé sur quelle plateforme, mais je vous laisse regarder sur Google comment vous pouvez regarder ce film-là. On enchaîne sur le top 9 après cette belle entrée en matière avec Une famille. Et encore une fois, on va partir sur un film qu'on n'a pas traité dans le podcast, un film sur une thématique difficile et un film qui n'a été traité que par une personne dans l'équipe. Ça fait beaucoup de points communs avec le top 10. C'est Yo Capitano et ça a été cité par Nina Auclair. La gaucho du groupe. Et il est 3e de son top 5. Nina, je te laisse parler de Yo Capitano. Gas, comme tu l'as vu, il y a que Gas qui l'a vu à part moi. Tout à fait. J'ai besoin d'aide un peu sur le pitch. Mais en fait, c'est un jeune mec qui vit au Sénégal, si je me trompe pas. Et il vit là-bas, il a plutôt une vie agréable, sauf qu'il a un cousin avec qui il regarde beaucoup de vidéos et ils ont un peu une aspiration d'Europe, un peu comme si l'Europe était un peu une sorte d'Eldorado. Donc ils se mettent en tête de partir et donc en fait tout le film on suit leur traversée jusqu'en Italie et puis là on se doute que la traversée est comme toutes les traversées compliquée. Et pourquoi j'ai mis ce film? Alors c'est marrant parce qu'en fait c'est pas du tout mon style de film. Enfin, je pense que j'ai beaucoup de mal à voir des choses qui sont la réalité dure. Ça me fait souvent, c'est vraiment un truc qui me rebute.
Mais là, je l'avais vu un peu dans des circonstances où... Je sais pas si je serais allée le voir en salle, mais là, je l'avais vu quand j'étais en stage et j'ai pris vraiment une énorme claque. Enfin, Gas me dirait après si ça lui avait fait pareil. Mais en fait, je trouvais que c'était hyper bien traité. Je trouvais que c'était des nouveaux acteurs. Moi, j'ai un peu souffert cette année, et je pense que ça fait quelques années que ça dure, de voir toujours les mêmes acteurs dans plein de films différents. Et là, c'était des acteurs jeunes, hyper frais, hyper touchants et tout. Donc ça avait beaucoup, ça avait bien marché. Et je pense que c'était quand même une réalité que je connaissais comme tout le monde, mais de le voir en image, ça m'a fait des émotions de ouf. J'y ai repensé vachement. Et je l'ai recommandé à plein de gens, ce que j'ai pas l'impression de faire souvent. Et du coup, comme ce dont on parlait tout à l'heure, si on devait s'en tenir un peu à l'émotion brute qu'on a ressentie en regardant les films, là, en faisant mon classement, je me suis dit qu'il en faisait partie. Une émotion pas agréable, mais en tout cas une émotion forte. Ouais, et tu me l'avais tellement conseillé que j'étais allé le voir, et c'est l'un des rares films que je suis allé voir seul cette année, si ce n'est le seul. Donc vraiment, moi j'avais adoré, et ce que je trouve génial avec ce film, c'est que il raconte, enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'il raconte ce que traversent les personnes qui font ça, mais sans être voyeuriste dans la cruauté du monde, sans être too much, sans qu'il y ait de la violence et de la barbarie à chaque plan. Parce il y a aussi une beauté, parce qu'en final, les paysages qu'ils traversent à première, en fait, c'est des paysages somptueux, et leur quête d'Europe, elle est belle aussi, mais malheureusement, il y a des embûches cruelles, mais voilà, c'est toujours bien traité, toujours avec une certaine beauté, et donc c'est vraiment un film super. Ouais, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions, j'ai trouvé. Et je trouvais ça intéressant, en fait, qu'ils partent alors qu'ils y sont pas contraints aussi. Ça te fait envisager la chose aussi différemment parce que... Oui, parce qu'au final, au Sénégal, au début, ils ont une vie, certes, qui n'est pas une vie européenne, mais qui est une vie enfin, qui a l'air convenable. En tout Ouais, cas, eux ouais. qui s'y conviennent très bien, et personne ne les oblige à partir. Et je me demandais, est-ce que dans ce film, il y avait de la réal, ou ça pouvait être un peu le genre de film social où en fait finalement tout est un peu, ne tient que sur le scénario. Non, non, il y a beaucoup de réalisations. Et comme je te disais, ça va avec les paysages qui sont beaux. Pour moi, les paysages qui sont beaux, c'est parce que tu as une réalisation qui veut te montrer des beaux paysages. Et franchement, la réalisation, elle est géniale. Il y a des scènes dans le désert, dans des 4x4, la nuit, avec des lampes torches. Enfin, c'est vraiment, vraiment aussi un beau film, quoi. Malgré l'histoire tragique, c'est vraiment un beau film. Mais ouais, et je suis curieuse que enfin, si vous le qu'on ait votre avis, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été un peu dérangés par, il y a presque un aspect des fois un peu onirique, il y a un peu des scènes de rêve et des scènes qui dérangeaient un peu par rapport à ce qui est traité. Et moi, ça m'avait pas particulièrement dérangé, mais du coup, vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, on le recommande, ouais. Ouais. Je trouve ça trop cool ce début de top 10 parce qu'il y a plein de films dont je m'attendais pas du tout qu'ils y soient, qui finalement y sont. C'est vrai. Ça Et, questionne notre sélection des films qu'on traite aussi. Non, je rigole. Après, il y a beaucoup de films qu'on a traités cette année, évidemment. ouais. Vous voulez ajouter quelque chose? Pardon. Bah, j'ai trop envie de le voir. En vrai, vous en avez trop bien parlé, Trop bien. j'ai trop envie d'aller le voir. Ouais, pareil. Trop envie de le rattraper. Et ben, on enchaîne avec la 8e place. Et alors, cette fois, on va être beaucoup plus léger. Mais on va être un peu surpris parce que je pense que par rapport à la critique qu'on en a fait, il a été dans les favoris pour être dans les premiers de notre classement. Et finalement, il n'est que 8e. C'est The Fall Guy avec Ryan Gosling. Et alors, 2 personnes l'ont mis dans leur top 5. C'est Gaspard et Nina. Et alors, du coup, celui qui l'a mis le plus haut, c'est Gaspard, qui l'a mis à la 4e place de son top 5. Et Ouais. bah, je te laisse commencer, et puis après, je laisserai Nina enchaîner. Ouais, bah, c'est un film qu'on a conseillé là, à Noël à la famille Nina. Bon, malheureusement, ils l'ont pas aussi bien accueilli que nous. Nous, je me souviens que tous les quatre, on avait adoré. On avait pris une grosse claque de cinéma américain qu'on avait pris un peu au second degré. Parce qu'il y a de l'action, il y a du feu, il y a des flammes, il y a des gros muscles, il y a des cascades, parce que c'est le principe du film. Et il y a de l'humour et tout. Et franchement, alors je pense qu'on l'a pris un peu tous au second degré, mais on avait adoré, quoi. Et c'était vraiment un bon moment de cinéma de cette année. Pas une grosse claque de cinéma dans le sens où, tu vois, c'est pas l'un des deux films dont je parlais en introduction, mais franchement un bon souvenir.
Bah voilà, que dire de plus, hein. Bah, ouais, en fait, moi, en essayant de réfléchir à ce que j'allais te dire de ce film, s'il arrivait à se faire une place dans le top 10, je me disais que j'arrivais pas trop à me rappeler qu'est-ce qui m'avait plu particulièrement dans le film, à part que j'aimais bien l'idée qu'on suive un cascadeur, je trouvais ça original, je trouvais ça cool. Mais enfin, on risque d'être un peu redondante. Si on reste un peu sur ce truc de l'émotion, pour faire notre top. Moi, je me suis souvenu qu'on était tous assez euphoriques en sortant de la séance. Peut-être parce que c'est la surprise que ça nous a provoqué, parce qu'on s'attendait tous à avoir une daube et que ça n'a pas été le cas et qu'on a quand même. Enfin, en fait, je trouvais que le moment vécu à 4 était quand même fort parce que tout le monde a rigolé. Enfin, c'est quand même rare que tout le monde rit devant un film. Voilà, donc juste pour ça, j'avais envie de le mettre. Et puis je trouve que c'est difficile avec un film aussi mainstream et aussi gros sabot de faire quand même un film bien drôle et touchant. Et je trouve que c'était dangereux et que c'était quand même réussi. Donc juste pour ça, je voulais souligner. Et je voulais avoir un top où il y a aussi un peu des genres différents. Et toi, Wawa? Bah moi du coup je l'ai pas mis dans mon top, il est pas dans mon top 10 non plus, mais en fait c'est intéressant parce que ça ouvre un peu une question un peu plus large pour moi, mais c'est que souvent le cinéma de grand spectacle, un peu de divertissement, bah en fait il y a des moments où, enfin j'ai des séances comme ça que je vis qui sont superbes, enfin The Fall Guy c'était vraiment une bonne séance, mais vu que ça me reste moins dans le temps, bah en fait ils ont du mal à perdurer dans mon classement, c'est à dire que si je faisais, genre, je le fais pas, mais si ça existait, je faisais un top au fil de l'année. Je pense que The Fall Guy, au moment où je l'ai vu, il aurait été haut dans le classement, mais qu'en fait, il aurait perdu des places au fil de l'eau. Et en fait, tous les films de grand divertissement que j'ai beaucoup aimé cette année ont un peu vécu ça. Ils sont descendus au fur et à mesure parce qu'en fait, bah, par définition, le divertissement, c'est quand même sur un instant un peu confiné. Et du coup, ça me reste moins. Mais en réalité, je suis pas à l'aise avec cette manière dont fonctionne mon top 10 parce que du coup, je me retrouve avec un classement qui peut paraître vraiment un truc d'élitiste qui se dit le grand divertissement, ça peut pas être des grands films, alors que je le pense vraiment pas. Vraiment, il y a des films de grand divertissement qui font partie de mes films préférés. Mais là, sur les récents et contemporains, bah, je pense que l'année dernière, j'avais eu pareil, mais il y a certains où j'ai vraiment beaucoup aimé, passé des super séances, mais ça me reste moins. Et ça, c'est un vrai truc que j'ai et je sais pas encore vraiment comment je dois le combattre, où est-ce que je dois le combattre, mais en tout cas, j'ai ça. Toi, Sné? En fait, le truc que je voulais te dire, c'est que en fait, j'ai un peu le même truc que toi. C'est-à-dire que quand un film n'est pas hyper bien accueilli par la presse ou quoi, j'ai du mal à le mettre dans mon top 10, peut-être par manque de légitimité. Et c'est vrai qu'en revoyant un peu les critiques de The Fall Guy, je me disais, est-ce que je le mets dans mon top 10 parce qu'il est quand même dans le top 10 de personnes de la presse. Et, et en fait, je trouve que le problème, c'est que la comédie, c'est quand même un genre qui est beaucoup moins noble, entre guillemets, que le drame. Et que d'ailleurs, quand on parle de grands classiques, en général, il n'y a pas de comédie. Et je trouvais ça cool, en fait, de dire qu'il y avait un film qui avait, mais comme disait Nina, assez universellement, en tout cas pour nous quatre, fait rire. Alors que en général, le rire est une émotion qui va plus diviser, que tu vois la tristesse qui est plus universelle. Enfin, un truc triste, c'est que c'est plus triste pour tout le monde que l'humour. En fait, je trouvais que c'était quand même un film assez smart où il allait beaucoup rire et se moquer par exemple du côté un peu bad guy des cascadeurs. En fait, il allait beaucoup rire avec les codes du monde du cinéma, de la cascade, de l'histoire d'amour, et qu'en fait je trouvais ça très drôle mêlé à tout un truc de cascade. Je trouvais que le mix de tout était assez bien, et en fait je trouve ça trop cool que du coup on était trois à l'avoir mis dans notre top 10. Dans le top 10, toi tu l'as mis dans ton top Moi, 10, j'ai je me mis dans souviens mon top plus. 10 du Oui, coup. du Ok, coup donc on vous était étiez trois. 3. Ok, bah, Oui, c'est c'est ça. pareil. Oui, en effet. Grosse surprise, Je je suis le pensais seul pas qui qu'on l'a pas allait le mis. mettre. Mais en tout cas, moi, juste pour faire un dernier mot de conclusion, si le cinéma de divertissement se dirige vers ça, je trouve que ça prendrait la bonne direction, parce que c'est quand même un super film, même si je ne l'ai pas mis dans le top 10. Voilà. Et ben on passe au 7e film de notre top 10. Tout ça avance très très vite et on remonte à une grande vitesse.
Et là, cette fois, on change du tout au tout. On s'en va en Pologne, puisqu'on va parler de la zone d'intérêt. Et alors, cette fois, c'est l'autre binôme de ce podcast qu'il a mis dans son top, puisque c'est Snéa et moi. Et la personne qui l'a mis le plus haut dans son classement, c'est Snéa, puisqu'elle l'a mis à la 3e position de son top. Et donc, je te laisse ouvrir le bal sur la zone d'intérêt. La zone d'intérêt, je l'ai mis dans mon top 5 parce que c'est un film que j'ai trouvé hyper brillant en termes de concept. Je trouve que parler d'un sujet comme la Shoah et les camps de concentration sans jamais en parler en fait et que ce soit toujours à l'arrière-plan, j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai parallèle avec le monde moderne, notamment à la fin qui était pertinent. Et du coup, je pense que c'est un film qui m'a vraiment marqué. Je peux pas dire que ce soit un film qui m'est bouleversée parce qu'en fait, je le trouve très froid. Mais je trouve que c'est un film qui reste et qui m'a fait réfléchir. Et voilà. Et c'est pour moi un des films vraiment notoires de 2024. Donc j'avais envie de le mettre. J'ai pas grand chose de plus à dire. En vrai, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, ceux qui n'ont pas mis dans votre top 5. Et toi aussi, ce que tu en as pensé pour le mettre dans ton top 5. Alors du coup moi j'ai eu un rapport un peu particulier à ce film-là puisque donc je l'ai vu la première fois à la sortie puisqu'on l'a traité dans le podcast au mois de janvier et la séance j'étais un peu fatigué, j'étais un peu resté en dehors, j'avais quand même eu le sentiment de regarder un grand film parce que il y avait un concept autour, il y avait vraiment des choses où j'étais pris malgré ma fatigue, malgré un peu le fait que j'étais en dehors. Mais sauf qu'en fait du coup le film est resté un peu comme ça, un peu vague dans ma tête et en fait il a eu tellement d'excellentes critiques, tellement d'éloges, il s'est retrouvé dans le top 1 de beaucoup de tops, c'est que je me suis dit faut que je le revoie quand même parce que peut-être que je passe à côté de quelque chose au-delà de l'aspect même juste de faire un top pour moi qui me paraisse cohérent et qui m'aille, c'était juste aussi de me dire est-ce que je suis en train de passer à côté d'un grand film. Et du coup, ça c'est vrai que peut-être qu'avec le podcast, vu on regarde beaucoup de films, ça nous permet moins de revoir des films. Et je pense qu'il y a quand même une importance derrière ça de certains films qui nécessitent d'être revus une deuxième fois. Et sur celui-là, je pense que c'est le cas parce que la deuxième fois, je l'ai re-regardé donc chez moi, isolé. Et là, au-delà de l'aspect vraiment film qui fera date, qui est un grand film, etc., là, cette fois, j'ai été beaucoup plus pris. Ça a beaucoup plus marché sur moi. Le gros point fort du film, c'est son intelligence, hein, et l'écriture est assez incroyable et assez forte. Et toutes les scènes en fait ont un peu des concepts, parlent un peu de choses autour de la banalité du mal, de comment on accepte le mal en échange de quelques intérêts, de quelques conditions de vie un peu à l'aise, etc. Je trouve ça brillant et je trouve que l'émotion que ça m'a procuré c'est en fait c'est du malaise en fait, c'est d'être dérangé et de comprendre pas évidemment pas d'excuser, pas du tout de me dire c'est normal ce qu'ils ont fait, mais d'un peu comprendre mieux les dynamiques qui ont mené des gens à être en mesure de vivre à côté d'un camp de concentration en échange d'une belle maison et d'une vie de famille équilibrée. Et ce malaise-là, en fait, c'est une émotion aussi que j'aime au cinéma. Il y a un autre film qui est peut-être dans notre top qui m'a mis aussi un malaise assez puissant, peut-être le plus puissant de cette année. Et voilà. Et donc, du coup, pour ces raisons-là, il s'est retrouvé à la 4e position de mon top 5. Moi, en vrai, je comprends totalement pourquoi vous l'avez mis dans votre top. Enfin, moi, j'ai trouvé que j'ai adoré le concept et je trouve ça cool dans un top de mettre en avant le concept parce qu'en fait, il n'y a pas si souvent des concepts forts. Après, puis j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé que c'était un film important. Après, moi, j'ai pas ressenti grand-chose et du coup, en faisant mon top, c'est en regardant la liste des films qu'on avait vus que ce film est revenu et du coup, je me suis pas sentie particulièrement légitime de le mettre. Peut-être parce que il y a trop d'éléments où j'essayais de comprendre et que je comprenais pas et donc qui me faisaient un peu sortir du film. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et puis je pense que moi j'ai un peu, pour moi il a un peu souffert de sa critique parce que tout le monde l'a tellement encensé que en fait je paniquais un peu de pas ressentir ce que je devais ressentir et je pense que voilà, c'était un peu pour ça que je suis passée à côté.
Je suis hyper d'accord avec Nina, rien à ajouter. Ok. Efficace, droit au but. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur la zone d'intérêt ? Et ben voilà pour le 7e film de notre top 10 After Cinéma. Alors l'heure est grave puisqu'on passe au 6e film. Et ce 6e film n'est pas des moindres puisque c'est le premier film qui sort, qui est top 1 de l'un de nous 4. Et j'ai un petit plaisir personnel, c'est que cette année, ce n'est pas mon top 1 film qui est le plus bas dans le classement. Et cette fois, je ne revivrai pas le traumatisme du procès Goldman, puisque le premier film de l'année de quelqu'un qui ressort à la 6e place, ça chante, ça se change de sexe, c'est Emilia Pérez. Il est même pas dans le top 5. Et oui, c'est Emilia Pérez qui a été le film de l'année de Gaspacho et qui n'est ressorti que dans un seul au top 5, celui de... Ah non, c'est bon. Non, en fait, il était dans aucun autre top 5, pardon. Il a eu un point bonus parce qu'il était dans le top 10 de Nina. Voilà, c'est ça. Ouais. Pardon, il a eu un point bonus grâce au top 10 de Nina. C'est violent. Voilà, c'est très peu radiophonique, mais Gaspard est en état de déconfiture. Ah, bla. J'ai pas les mots. Moi, j'ai pas les mots là, je suis soufflé là. J'ai pris une déflagration. Mais non, mais bah écoute, c'est le jeu, hein, c'est ça qui est beau dans le cinéma, c'est qu'on n'aime pas les mêmes films. Et moi, ce film, il m'a bousillé la gueule, quoi. Il m'a écrasé la gueule contre le sol. Il m'a dit, mec, ça c'est un putain de film. Et j'ai trouvé ça incroyable du début jusqu'à la fin. De long en large, de haut en bas, pour moi c'est du génie. Les musiques, les actrices, le paysage, la réalisation, pour moi c'est du 100% dans tous les domaines. Pour moi c'est un gros coup de cœur. Pour moi c'est le top 1, pour moi c'est le top du top. Voilà, c'est subjectif et c'est ça qu'on aime. Merci à tous. Gaspard est au bout de sa vie. En vrai, je suis un peu deg, mais je devrais pas parce que j'adore. Mais je m'en fous. Oui, des en autres. soi, on s'en fout. Non, mais c'est bien. Et puis, en plus, tu avais fait une critique, je pense, la plus élogieuse de nos critiques sur tous les films depuis le début de cette année. Donc, Non, mais oui. c'est bien que... Je pense que tu es la personne autour de cette table Ouais. qui aime le plus son top 1. Oui. Je pense. Très Oui, vraisemblablement. ouais, je pense aussi. Ouais, Ouais, et ça, tout à c'est beau. Et ça, c'est beau. On se rassure comme on peut. Non, mais oui, je suis et content. moi, je pense que je l'ai mis. Je pense que j'ai un peu. Je l'ai mis parce que je pense que Gas m'a aussi transmis son enthousiasme pour le film. Même si j'ai aimé, je trouve qu'il y a des faiblesses dans le scénario. J'ai trouvé vraiment quand même qu'il y avait vraiment il y a des trucs qui m'ont dérangé dans le scénario et dans l'histoire. Mais par contre, je trouve que le trio d'actrices, il était quand même exceptionnel. Et je trouve qu'elles avaient bien été récompensées à Cannes pour ça. Enfin, que c'était mérité. Et que c'était une comédie musicale. Enfin, il y a eu beaucoup de comédies musicales ces derniers temps. Et je trouvais que celle-là, enfin, moi, j'ai adoré la musique. Et je trouve qu'elle s'est distinguée des autres. Donc, elle figurait bien dans un top 10. J'aimerais bien voir vos gueules après les Oscars quand tu l'auras tout raflé. On en reparle. En tout cas, on lui souhaite. Hein. On lui souhaite totalement. Ouais, et je trouve que c'est quand même un film qui est plutôt ressorti dans les tops des gens. Et que c'est pas forcément nous dans notre groupe c'est pas un film qui a été notoire, mais c'était plutôt le cas pour d'autres. Et par ailleurs, moi je pense que franchement j'aurais pu aimer, mais qu'il y avait vraiment juste un truc de la musique qui m'a pas plu, et comme c'était une comédie musicale et que c'était vraiment pas le style de musique que j'écoutais, du coup j'étais pas prise dans l'émotion. Là où un film qui pourrait être beaucoup plus faible sur le scénario et la réal, mais avec des musiques qui sont mon style, aurait pu plus marcher sur moi en fait. Et j'écoute pas trop de reggaeton, donc peut-être que c'était vraiment ça que je pense qui a fait que j'ai pas suradoré, quoi. Mais je reconnais que c'est un très beau film. Ouais. Moi, je suis plutôt dans la même position que Nina, c'est-à-dire que j'ai aimé le film, j'en nie pas les faiblesses, et ce qui a fait qu'en fait, il rentre pas dans mon top 10, c'est vraiment un peu les faiblesses qui restent, notamment autour du scénario, où j'avais un peu de mal avec cet aspect, un scénario presque digne d'une telenovela, c'est dans les retournements de situation, etc. Mais par contre, ça, la palme où je lui donne, c'est que d'un point de vue émotionnel, ça marche à fond. Moi, vraiment, ça m'a emporté, hein. Je nie pas du tout ça, et même l'expression que tu dis où ça te roule dessus, moi ça me roule dessus aussi. En vrai, la séance, j'étais quand même scotché à mon siège. C'est juste qu'après, quand ça se décante et que l'émotion retombe, que la séance termine, j'en voyais plus les artifices et les défauts et les imperfections.
qui font qu'il n'était pas plus haut, mais parce qu'aussi on a vu beaucoup de films cette année, donc moi dans le top 10, les places étaient chères. Et là, il s'est pas retrouvé. Mais en tout cas, il est assez haut quand même dans mon top. Moi, j'ai fait le classement complet. Je crois qu'il est dans le top 15 de mes films de 2024. Donc, c'est vraiment un film que j'ai aimé. Sans rancune, Gas. Tu restes dans le podcast, c'est bon? Il fait oui avec le pouce. C'est tout bon, on enchaîne alors. Eh ben, l'heure est encore grave puisqu'on rentre dans le fameux top 5 d'After Cinéma. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais un petit plaisir personnel que mon top 1 n'était pas le dernier film. Malheureusement, le plaisir s'arrête puisque mon top 1 est 5e. Et ce top 1, ça va un peu vous surprendre, mais c'est, roulement de tambour, Dali de Quentin Dupieux. Et oui. Quoi J'ai mis... Vous êtes hyper surpris. Tu savais, Sné? T'avais deviné son... Ouais. Waouh. J'ai deviné. Et Je suis scotché. ouais, c'est un peu... Moi-même, je suis scotché d'avoir mis ce film en top 1, mais j'ai adoré ce film et il a vraiment hyper bien vieilli en moi, c'est-à-dire qu'il m'est resté toute l'année. Bon, déjà, il faut le dire, j'adore Quentin Dupieux. Et pour moi, c'est son meilleur film. Et là où ça marche hyper bien, c'est que le personnage de Salvador Dali, en fait, c'est le personnage parfait pour l'univers de Quentin Dupieux. Et ça, je trouve, c'est déjà le premier point incroyable. C'est en fait le match entre un personnage et son réalisateur qui écrit aussi le film, donc notamment aussi avec un scénariste. Moi, j'ai adoré ce film. Enfin, vraiment, je le trouve hyper drôle. J'adore la figure de Salvador Dali. Et ce qui est assez fou aussi, c'est que ce film, il m'a créé une fascination pour le personnage de Salvador Dali. Enfin, à titre personnel, bon voilà, cet été, j'étais en Espagne à Cadaqués. Genre, le musée de Salvador Dali. Ce film, il m'a fait amplifier mon expérience du musée Salvador Dali. Et est-ce que... Et ça, c'est le point auquel je voulais amener. C'est que j'ai vu tellement de biopics claquer au sol cette année. Genre, c'est limite un message politique là d'avoir mis Dali en premier. C'est que c'est ça en fait. C'est genre en mode un biopic, c'est pas une fiche Wikipédia illustrée. C'est une forme hyper libre de reprendre une personnage réelle et d'en faire quelque chose. Et là, je trouve raconter une histoire fictive dans l'univers d'un cinéaste, mais qui répond à l'univers du personnage réel qu'on veut montrer. C'est une idée brillante. Je dis pas que tous les biopics doivent ressembler à ça, mais je me trouve que tous les biopics devraient avoir cette ambition, c'est de se dire, non, mais en fait, c'est chiant de raconter la vie, chaque épisode, dédicace à Monsieur Aznavour, plutôt de faire un film qui vous plonge dans l'ambiance, dans l'univers d'un personnage, et pour moi, en fait, j'ai davantage appris sur Salvador Dali avec Dali que avec Monsieur Aznavour qui raconte la vie de Charles Aznavour quand même. Enfin, c'est une performance. Bon, la réalisation, moi, Quentin Dupieux, c'est ma came à 2000%. Et voilà. Et donc, du coup, ce film-là, en fait, il a été très haut dans mon estime. Et en fait, au moment de faire mon top 10, j'ai un peu lutté contre l'idée, mais finalement, il s'est imposé. Et c'est mon film de l'année et je l'adore. Et c'est mon film préféré de Quentin Dupieux, alors que l'année dernière, c'était déjà mon film préféré de Quentin Dupieux avec Yannick. Donc voilà, c'est les acteurs. Jonathan. Non, mais l'une des meilleures performances de l'année, c'est quand même pour moi Jonathan Cohen dans Salvador Dali. Enfin, on est dans un univers parallèle complet. Donc voilà, je suis dithyrambique, mais je voulais. En fait, finalement, je l'ai mis top 1 parce que j'ai vraiment adoré. Je l'ai revu récemment et ça m'a confirmé dans mon sentiment, dans mon émotion. Pardon, j'arrête ce monologue éternel et je vous laisse réagir, m'insulter, me vilipender de ce top 1. Mais donc, juste Néa, tu l'as mis dans ton top 10 aussi? Oui, elle l'a mis dans son top 5. Il est 5e. Je me rappelais pas du tout que tu avais aimé à ce point. Si, mais en fait, on l'a revu avec Walid et ça me fait trop sourire que tu en parles comme ça parce qu'en vrai, en fait, je trouve que ce film il est hyper divertissant. Et quand on l'a revu, on s'est dit, c'est vraiment. On était hilar en fait. Je trouve qu'il y a tout un truc surréaliste où, genre, tu sais jamais quand c'est vrai, quand c'est faux. Les scènes se reprennent à chaque fois. Vous voyez le moment où tu as l'impression que c'est la fin du rêve. Ouais. Je trouve que c'est vraiment très drôle et qu'il y a tout un univers avec la musique qui te reste en tête, la petite guitare qui est jouée là par Thomas Bangalter. Enfin, je sais pas, j'adore. Enfin, le fait que ce soit un peu les tableaux de Dali et tout, tu vois, c'est court, mais c'est efficace, quoi. Franchement, j'adore. Ça a très bien marché sur moi aussi. Et moi, j'ai eu un peu un parcours avec ce film, c'est qu'en fait, je l'avais vu donc avant vous. Ouais. Et moi, j'aime pas du tout les films de Dupieux.
Vraiment, genre c'est pas du tout ma came pour le coup. Et pourtant, quand je l'avais vu, genre je me souviens que dans la salle, personne rigolait sauf moi et je trouvais ça merveilleux. Vous vous souvenez, je vous avais Oui. dit, il faut absolument qu'on le voit, c'est incroyable et tout. Mais par contre, j'avoue que quand je l'ai revu une deuxième fois, j'avais trouvé ça long et j'avais perdu un peu l'émotion et mon hilarité du début. Et en plus, et malheureusement, après, on a vu le deuxième acte. Et là, je pense que j'ai fait une croix définitive sur Quentin Dupieux. Mais je comprends complètement la fame que vous lui mettez. Enfin, top 1, moi, j'y serais pas allée jusqu'à ce point. Mais je comprends quand même, si en plus, t'adores le réalisateur. Enfin, moi, j'avais trouvé ça quand même très drôle. Ouais, c'est vrai qu'avec Nina, vu qu'on a quand même pas mal détesté le deuxième Ah, mais film moi, de j'ai pas du tout aimé, hein, 2024, d'ailleurs, le deuxième acte ça aussi, nous hein. a fait quand même baisser le premier aussi de Ah Dupieux. oui. Je pense que c'était plus que détesté. Enfin, moi, vraiment, je me suis dit, je n'irai plus. Ouais, Enfin, ouais. Ah oui. c'était comme, ouais. Bon, Bon, bref. j'irai seul au prochain avec Snéha peut-être. Mais oui, non, mais moi le deuxième acte, j'ai vraiment pas aimé par contre. Genre, je sais, est-ce que parce que Dali pour moi c'était le sommet de sa carrière et que maintenant c'est une chute, je ne sais pas. On va voir avec le prochain. Enfin, en tout cas avec Snéha, on va voir le prochain peut-être. Et puis après vous, on verra si on arrive à vous embarquer. Mais oui, le deuxième acte, j'ai beaucoup beaucoup aimé et je crois qu'il est même pas dans mes 40 premiers films que j'ai vus de cette année quoi. Mais Dali, ouais, ça a hyper bien marché sur moi. Je trouve ça génial. Et Et voilà. c'est trop cool de voir ça parce que je m'y attendais pas du tout. Parce que je me rappelais pas du tout que Enfin, c'est aussi parce que vous avez une deuxième lecture, mais je me rappelais pas que vous aviez été aussi... Enfin, je me rappelais pas de votre réaction, en fait, telle sur le film, donc c'est cool. Ouais. Ben, moi, en fait, il est passé top 1 avant même le deuxième visionnage. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, au fil de l'année, le film me restait, je réécoutais la petite ritournelle, je repensais à des répliques du film, à des scènes, à des idées, etc. Et en fait, le deuxième visionnage, ça a été plutôt pour me dire, mais Ahmed, mais qu'est-ce que je fais à mettre ce film premier et de me le confirmer. Et en fait, ça m'a totalement confirmé que ce film-là, c'était mon film de l'année. Donc voilà. Top 1, Dali de Quentin Dupieux. Mais voilà. Et ben on passe au numéro 4. Après avoir fait mon film de l'année, je pense qu'on passe maintenant dans ce quatrième sur le film que vous auriez peut-être pronostiqué comme mon film de l'année, puisque c'était mon premier coup de cœur de l'année, le premier coup de cœur de l'histoire d'After Cinéma. C'est Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Et la personne qui l'a classé le plus haut dans son classement, et ben c'est pas moi, puisque c'est Nina qui l'a mis deuxième de son top 5. Et ben je te laisse introduire sur Pauvre créature. Bon, bah, moi, je pensais que ça allait être ton top 1, Walid. J'en étais sûre. Bah, écoutez, bah, ça, voilà, un film qui remonte à loin, où j'ai dû un peu me rappeler de l'émotion. Mais quand même, franchement, je garde des images incroyables. Je trouvais que l'histoire était hyper belle. Moi, c'était la première fois que je découvrais l'univers de Yorgos Lanthimos, Lanthimos, ouais. Lanthimos, qu'on a revu après cette année avec Kind of Kindness. Mais voilà, c'était la découverte d'un univers que j'ai adoré. J'avais trouvé que la performance d'Emma Stone, enfin voilà, tout ce qu'on s'était dit un peu dans le podcast, mais tout ça, c'est resté en moi. Et malgré qu'il y ait des choses qui est un peu, qui a un peu fait leur temps dans ma tête, il y avait pas mal de débats autour de son personnage à elle et tout. Et j'entendais des arguments un peu plus négatifs de certaines personnes, mais malgré tout, j'en ai gardé un super souvenir et voilà. Et il a une place dont je suis sûre. Voilà. Je sais pas ce que vous... Qui l'a placé dans son top 5 à part moi? Alors, il y a moi, du coup, moi je l'ai mis troisième. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu le coup de cœur au début de l'année, potentiellement il aurait pu être mon film de l'année. Après, en fait, en termes de comment il est resté dans ma tête, du coup, il y a eu mon top 1 Dali qui a grandi et qui a pris de plus en plus de place et qui finalement l'a dépassé. Et puis le deuxième, on aura l'occasion d'en reparler. Le deuxième de mon top 5, lui, c'est en fait, il est un peu dans une thématique un peu semblable à Pauvre créature, mais finalement, il m'est plus resté que Pauvre créature. On verra juste après, on verra après. Mais Pauvre créature, du coup, je maintiens quand même que j'ai adoré, que c'est un coup de cœur, que j'ai trouvé ça génial. Moi, j'adore les contes philosophiques comme ça. La principale inspiration, c'est quand même Candide de Voltaire et c'est un livre que j'adore. Donc ça m'est resté. La réalisation m'est restée. Il fait aussi partie des films que j'ai vus 2 fois en salle. Et en plus, c'était au moment de la période de la sortie. Je suis retourné le voir tellement j'avais aimé. Pourquoi il se retrouve troisième et pas premier? C'est que peut-être que en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment passé un super moment, etc. Il m'est un peu moins resté parce que finalement, je le trouve
peut-être un petit peu académique. C'est-à-dire que par exemple, Kinds of Kindness, je le trouve un peu plus dans le style de Yorgos Lanthimos, un peu plus extravagant, un peu plus méchant, un peu plus cruel. Je le trouve moins bien réussi et c'est pour ça qu'il n'est pas du tout dans mon top 10. Mais c'est vrai que ce sel-là de Yorgos Lanthimos, finalement, pour faire les derniers petits détails, les petites dernières différences, il me manque un petit peu dans Pauvre créature, que je trouve un peu plus sage, un peu plus académique, mais très réussi au demeurant. Et ce qui fait que du coup, j'ai pas pu le mettre dans mon top 2 parce que je me suis dit, en termes de top 2, j'ai besoin des films qui ont un petit truc en plus. Il n'y a pas un petit truc en plus dans les deux premiers, pardon, mais sans mauvais jeu de mots. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis troisième. Mais ça reste quand même l'un des grands moments de mon année de cinéma. Hein. Gaspard, toi, tu l'avais mis dans ton top 10 aussi, à la dernière place, 10e. Tu veux en parler? Ouais, parce que quand je faisais mon top 10, je me souvenais quand même que j'avais pas adoré, mais en fait, je me souviens quand même des beaux plans, de la superbe réalisation, des beaux ciels qui sont pas du tout de la couleur du ciel, et des belles couleurs de ce film, et aussi du concept finalement. J'aime bien les films où il y a un peu un concept. Donc là, le concept de la fille qui se réveille et qui doit tout réapprendre, je trouve que le concept est super, donc voilà. Moi, j'avoue que Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur dont j'ai un peu de mal à rentrer dans l'univers. Je pense un peu comme peut-être toi, ce que tu as avec Dupieux, c'est-à-dire un mec assez reconnu qui est un peu en vogue en ce moment et pourtant t'as un peu du mal à rentrer dans l'univers. Moi, un peu pareil avec lui, même si j'essaie de m'accrocher. Et je comprends tous les points que vous soulignez sur Pauvre créature, vous aimez bien. Moi, j'avoue que je suis un peu passée à côté du film. J'ai pas trouvé qu'il y avait, en fait, que ça ajoutait quelque chose à Candide en vrai. Et du coup, voilà. Enfin, je sais pas. Je pense que juste je suis passée à côté et que j'arrive pas à y voir les qualités, mais voilà, je trouve ça legit qu'il soit dans un top 10 et voilà. Je saurais pas sublimer ce film. Et ben, c'était notre numéro 4, Pauvre créature. Et donc, on va enchaîner maintenant sur le top 3. Et là, on va passer sur un autre film de l'année pour quelqu'un dans la rédac. Cette fois, encore une fois, un peu une adaptation d'un bouquin français, puisque c'est Le Comte de Monte-Cristo, et c'est le film de l'année de Nina. Bravo. Et là, il était dans le top 5 aussi de Gaspard, il était 3e. Et donc, je te laisse, Nina, commencer sur Le Comte de Monte-Cristo, qui est 3e de notre top 10 After Cinéma. Moi, j'ai noté cette citation de Pierre Ninet qui disait que ce film nous Carrément, une fait amorce. dire qu'on n'a rien à envier aux Américains. Non, je rigole. Non, mais moi, j'ai adoré ce film. Bon, déjà, je connaissais pas l'histoire du Comte de Monte-Cristo. Et donc, j'ai trouvé que c'était une histoire trop bien, que c'était un super divertissement. Je trouve que les acteurs sont... Enfin, bon, voilà, je vais pas répéter tout ce qu'on avait dit, mais je trouve que c'est un film très complet. Très complet, que je me suis pas ennuyée. J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient aimé ce film. Et moi, je pense que... Je voulais revenir un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je pense que j'ai un peu l'inverse de vous. Je pense qu'il y a des films que je mets dans mon top... au contraire, parce que j'essaye un peu de me distinguer d'un avis un peu élitiste par rapport au film. Et j'ai trouvé, pour le coup, que Le Comte de Monte-Cristo, et je pense que c'est aussi pour ça que je le mets en premier, que c'est à la fois un film qui est vraiment qualitatif cinématographiquement parlant et qui à la fois est extrêmement grand public et qui a réussi un peu à toucher deux types de public qui se rencontrent des fois pas. Et du coup, en ça, je pense que c'est aussi pour ça que c'est mon top 1. Voilà. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Voilà, Vous Gaspard, l'avez je te mis laisse où, enchaîner vous parce que toi, il est 3e. Ouais, pour moi c'est du cinéma total quoi. Ça prend tout l'écran, c'est-à-dire que dans chaque coin de l'écran, t'as un putain de morceau de cinéma et que t'assembles et ça fait un putain de film donc voilà, je suis hyper d'accord avec Nina, je la rejoins totalement et et je souligne le fait que pendant 3 heures de film, même si sur le papier c'est long, et ben en fait tu t'ennuies jamais, tu t'en prends pour ton pass UGC ou pour ta séance à 15 balles, franchement ça vaut le coup. C'est du 100%. Je sais pas si toi, t'as vu, Walid, que dans les podcasts que t'écoutais, ils le mettaient pas trop en top 10. Dans leur top Non, 10, Le pas Comte de trop. Monte-Cristo. Et je me demandais si toi, t'avais un avis là-dessus, vu que
t'écoutes beaucoup aussi d'autres podcasts sur pourquoi il est pas dans un top 10 alors que c'est un film qui a 4 sur 5 sur Allociné, qui est un bon film en termes de réal et tout. Bah, je pense que Nina l'a un peu dit, hein, c'est l'aspect un peu élitiste de vouloir primer plutôt des films comme La Zone d'intérêt qui objectivement sont des grands films qui vont faire date par leur dispositif, etc., dans l'histoire du cinéma. Là où Le Comte de Monte-Cristo, bah, ça va être un grand divertissement à la française qui rattrape un peu ce que faisaient les Américains depuis longtemps à la sauce française, c'est-à-dire qu'on a quand même un panache en plus, quelque chose en plus qui fait que ça fonctionne hyper bien. Et je crois qu'aux États-Unis, en plus, là, il est sorti récemment et il a été vraiment très apprécié parce qu'en fait, eux, le cinéma de grand spectacle, il est un peu au ralenti, il a du mal. Et donc, du coup, c'était rafraîchissant pour eux d'avoir le Comte de Monte-Cristo. Et moi, je suis assez d'accord avec cette vision-là. En fait, vraiment, je le fais par rapport. Moi, je me ferais vraiment mon top 10 par rapport au film, ce qui me reste du film, etc. Et c'est vrai que les grands spectacles, un peu de divertissement, action, etc., ils me restent un peu moins dans le temps, j'y pense moins, etc. Parce que, voilà, ils ont, je sais pas, peut-être ils ont moins des thématiques qui vont me faire réfléchir après, ou d'un point de vue émotionnel, je vais moins rester attaché et puis continuer à penser aux personnages, continuer à rester dans cet univers longtemps. Mais par contre, si par exemple je faisais un top 10 des films seulement sur le critère de ce à quoi je voudrais que le cinéma ressemble demain, et je pense que c'est une bonne manière aussi de réfléchir, je pense que Le Comte de Monte-Cristo, je l'aurais mis très haut dans mon top 10. Et là, je suis très content qu'il soit dans le top 10 d'After Cinéma. Parce que si le cinéma de grand spectacle français, c'est Le Comte de Monte-Cristo demain, vraiment, ça a de la gueule et c'est génial. Je serais hyper, hyper content. Parce que déjà, ça se base sur une histoire qui est géniale à la base. Vraiment, Le Comte de Monte-Cristo, c'est un grand roman. La réalisation, c'est du bel ouvrage, bel artisanat. On a vraiment exploité tout le savoir-faire français dans les décors, dans les effets spéciaux, etc. Donc non, vraiment, je suis très content qu'il soit troisième. Moi, je l'ai pas forcément mis dans mon top 10 parce que je vais peut-être chercher d'autres choses au cinéma, mais peut-être que je suis trop élitiste aussi, hein, j'ai peut-être ce biais-là, hein, personnel, mais voilà. Mais en tout cas, quand même, j'ai beaucoup aimé ce film, je reste là-dessus et je suis très très content. Et j'espère que Pathé continuera à faire ça plutôt que Les Trois Mousquetaires qui étaient un peu, pour moi, en dessous. Et toi, Snéha, tu l'as mis où? Moi, je l'ai pas mis dans mon top 10 pour deux raisons. Parce que en vrai, je savais que vous alliez le mettre dans votre top 10 et du coup, je me disais, ça vaut peut-être pas la peine qu'il ait genre 25 points et qu'il soit top 1 parce que je pense que ce serait peut-être pas non plus représentatif qu'il soit top 1 pour moi. Mais franchement, j'ai trop aimé et je trouve que vous le défendez hyper bien. Et juste le deuxième truc, c'est que peut-être que ce qui, moi, va un peu me trigger dans les films, c'est les scénarios. Et du coup, le fait que ce soit pas un scénario original, mais plutôt un livre, ça fait que du coup, je vais le trouver moins brillant que d'autres films dont on pourra parler plus tard, qui sont plus hauts là dans le classement, je pense, où je trouve que le scénario est un peu ouf et où du coup, je suis complètement emballée par le génie du truc parce que c'est un peu ça que moi j'aime bien dans les films. Du coup, voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'il m'est pas tant resté. Et c'est parfait, on enchaîne. Et on rentre dans les deux derniers films de notre top 10 After Cinéma. Évidemment, l'équipe là est toute tendue et nerveuse, puisqu'en plus, elle sait quels sont les deux films en lice. Et donc, une fois que j'aurai annoncé le top 2, vous connaîtrez le top 1. À la deuxième place du top 10 After Cinéma se trouve le film de Sean Baker Anora, la Palme d'Or. Et donc, pour ce film-là, c'est moi et Nina qui l'avons classé le plus haut. Non, Snéha et moi, pardon, puisqu'on l'a mis deuxième de notre top 10. Et Nina, tu l'as mis quatrième. Donc, c'est ça qui lui a permis. Donc, il n'est pas le film de l'année de personne, mais il est top 2. Allez, Snéha, je te laisse commencer sur Anora. Anora, j'ai adoré le film parce que je trouve que c'est un film qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, étant donné que dans la bande-annonce, c'était plutôt un film qui ressemblait à un truc dans un monde un peu de mafieux. Voilà. Donc je m'attendais à un truc un petit peu redondant. Et en fait, c'est un film qui va allier plein de genres différents.
sur un ton toujours très sarcastique, avec beaucoup d'humour. Et qui va aussi parler de sujets qui sont moins souvent mis en avant au cinéma, notamment Les Travailleuses du sexe, qui est aussi un film qui est assez politique et qui va aussi parler de classe sociale, d'ascension sociale, d'ambition, de rêve et au contraire de rêves qui se brisent. Et donc je trouve que c'est un film qui est à la fois très drôle, très touchant, et avec un rythme et un tempo comique qui est super tout le film. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé. Et c'est tout ce que j'ai à dire, mais j'ai beaucoup aimé parce que je pense que c'est des choses qui me parlent et des trucs que j'avais cherché dans les films, et du coup voilà, ça répondait à plein de critères de films qui font que, enfin, plein de critères de ce que j'aime dans les films. Ouais, et bah du coup moi je l'ai mis deuxième également. Je vais pas faire trop long parce qu'en fait j'ai un peu le même avis que toi, c'est-à-dire que c'est un film que je trouve brillant. Tout à l'heure j'avais fait le parallèle sans le citer, mais avec Pauvre créature, où je trouve qu'il y a en commun cet aspect un peu conte, où justement un personnage va connaître un peu une féerie, des désillusions par rapport au monde réel et découvrir l'âpreté du monde réel. Et du coup je trouve Anora encore plus fort que Pauvre créature. Déjà parce que je le trouve vraiment très très drôle. Enfin, vraiment, j'ai passé un super moment. Deuxième chose que pour compléter, parce que je suis assez d'accord avec les qualités qu'a énoncé Snéha, mais il fait partie un peu de ce que j'appelle le New York Cinematic Universe, c'est-à-dire ces films qui sont des déambulations dans New York. Je trouve ça génial. Enfin, moi, j'adore les frères Safdie avec Uncut James, Good Times, qui sont pareil, des films de déambulation un peu frénétiques, de nuit, sur un temps resserré dans New York. Et celui-là, c'est pareil, voilà, c'est toute une nuit, enfin c'est des journées, après la deuxième partie c'est une journée, une nuit à New York jusqu'au petit matin. Et donc du coup j'ai adoré ce film, je comprends la Palme d'Or qu'il a obtenue à Cannes, et vraiment j'ai passé un super moment, et c'est un film qui m'est resté par son humour, par sa finesse d'écriture. Enfin vraiment je suis très enthousiaste sur ce deuxième, et je suis content qu'il soit dans le top 10 After Cinéma deuxième, puisque c'est la position que je l'avais mis, donc vraiment non, très ravi. Moi, je suis hyper contente qu'il soit deuxième parce que je pensais pas du tout. Et je sais pas si, mais peut-être c'est que j'ai mal jaugé votre réaction quand on avait enregistré le podcast. Enfin, moi, je sais que à la base, en sortant de la séance, mais c'est peut-être parce que j'avais pas senti un engouement particulier chez Gas. Je me disais pas du tout que j'allais le mettre dans un top. Et même en enregistrant le podcast, ça m'a permis de voir les points positifs, mais j'étais encore mitigée. Et en fait, au fur et à mesure, je me disais, mais c'est quand même incroyable ce film, c'est quand même hyper bien construit, c'est hyper drôle, c'est hyper intelligent, les acteurs, ils sont quand même... Et en vrai, j'y ai repensé énormément et je me suis quand même dit, c'est vraiment brillant. Et je pense que même le premier top 5 que je t'avais envoyé, il n'y était pas. Non, il n'était pas. C'est ça. Et en fait, après, je me suis dit, t'es malade. Et du coup, j'ai tout changé parce que en fait, je trouve ça trop bien. Et je pense que ça a mûri. Je sais pas si vous avez c'était votre émotion de sortie de séance en mode c'est brillant, ou si c'est venu aussi après. En fait, moi, la bande-annonce, elle m'a trop foutu la flemme. Je me suis dit, je sais pas à quoi ça aurait pu me faire penser, mais tu vois, un espèce de film un peu de mafieux, Ouais. tu vois ou pas? Ouais, je sais pas comment dire, mais en fait, du coup, j'avais la flemme. Et en fait, le fait que ça devienne drôle et très sarcastique, encore une fois, sur les personnages, j'ai trouvé ça du coup trop cool. Et en fait, il y avait un vrai tempo, enfin, tu vois, un truc où genre, y a un bon rythme et ça, tu vois pas le temps passer. Et tu t'attaches hyper vite à ce personnage, tu t'identifies à elle. Enfin, à la fin, t'as envie de lui casser la gueule au type, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je trouve que ça reste. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, moi j'avais vraiment adoré sur le moment. Enfin, je trouve que l'écriture des personnages, elle est géniale. Enfin, il y a plein de personnages qui me sont restés. Igor, le chef des Arméniens, Anora en tant que tel. Enfin, les parents aussi je sais plus comment s'appelle le jeune homme avec qui elle est en couple, mais voilà, ses parents, les deux oligarques. Enfin, j'avais trouvé ça génial. Les deux parties du film d'ailleurs me plaisent. La première partie un peu conte de fées, Cendrillon, et puis l'aspect un peu retour à la citrouille,
et de la deuxième partie. Surtout, je pense que j'ai même peut-être une préférence pour la deuxième partie parce qu'elle a vraiment bien grandi en moi de par déjà son humour et l'aspect condensé dans le temps. En fait, je crois que j'aime beaucoup les films qui sont condensés dans le temps, genre des films hyper rythmés qui se passent sur un jour, une nuit comme ça, où genre en mode vraiment la deuxième partie elle se termine au petit matin, genre en mode de la journée de la veille, et ça j'adore. Enfin, je trouve ça génial, ça impose un rythme, ça impose de maintenir des événements, d'avoir un peu une course contre la montre, et de pas se reposer sur des ellipses un peu ad vitam sans savoir comment conclure son film. Donc ça je trouve que c'est un super dispositif aussi. Et ben après ce top 2, on passe au top 1 que les chroniqueurs et chroniqueuses ont bien deviné dans l'équipe, puisque c'est le successeur de Xavier Legrand, qui est le film number one de la rédac d'After Cinéma. Enfin, je devrais dire plutôt que la rédac sauf Nina, puisque je pense que si on faisait un flop film de l'année, il serait assez haut dans ce flop de Nina. Donc c'est dire la diversité des opinions. Mais pour les 3 autres, c'est un grand film. Et pour la personne qui l'a mis number one, eh ben c'est Snéha, puisqu'elle l'a mis en première position. Donc c'est toi que je laisse ouvrir le bal sur le successeur. Alors, j'ai mis le successeur en top 1 parce que, alors c'était pas un coup de cœur comme les années d'avant, mais c'était quand même un film qui est le film qui m'a le plus marqué de 2024, pas en termes de coup de cœur, mais en termes d'émotion, de terreur. Je pense que j'ai pas ressenti dans les autres films une émotion aussi forte que celle-ci, peut-être parce qu'elle était inattendue. Et donc je voudrais quand même le souligner, et j'ai l'impression que quand on est sortis tous les 4 du cinéma, que ça nous ait plu ou pas, il y avait un truc où on était quand même complètement je sais pas, fou en fait, d'excitation, de peur. Enfin, il y avait vraiment un truc qui s'était joué dans la salle, et de rage aussi peut-être pour Nina. Et je trouve que du coup, il y a quand même effectivement quelque chose que je trouve, enfin, un propos assez intéressant sur l'hérédité du mal. Je pense qui pour Nina était peut-être un des problèmes du film, entre autres, mais elle pourra elle développer les choses qu'elle n'a pas aimées. Et je trouve que l'autre chose que je trouve brillante, c'est que, en tout cas moi, dans les thrillers, j'ai tendance à très peu m'identifier et à prendre ce genre de films comme des vrais divertissements, de choses qui, moi, personnage ordinaire de la vie, ne vivra jamais. Et en fait, je trouve ce qui est très fort avec le successeur, c'est que c'est un personnage complètement ordinaire au début, et en fait il va lui arriver un truc qui est assez peu ordinaire, et en fait tu t'identifies au personnage, et notamment à la scène de l'enterrement avec la musique là de Michel Fugain. Il y avait un truc où je me disais putain, il y a un monde où genre moi un jour je me retrouve dans sa situation, avec ce fardeau là à porter, et je sentais vraiment le poids du fardeau qu'il avait apporté, alors que d'habitude dans les thrillers j'ai vraiment une certaine distance, parce qu'encore une fois c'est des choses qui m'arrivent pas, et donc je trouve ça très fort en fait, le truc de passer de quelqu'un qui a une vie ordinaire à un autre type de film, fait que tu as une identification assez forte. Voilà, je laisse les autres en parler. Ouais, malheureusement, Emilia Pérez est sortie la même année que le successeur. J'en suis triste parce que ce film, il m'a retourné parce qu'il m'a assez. C'est le film qui peut-être pas, je sais pas, j'ai pas envie de faire la guéguerre entre Emilia Pérez et le successeur, mais il m'a bousillé d'émotions. Il m'a bousillé d'émotions, de peur, comme disait Snéha, mais aussi d'incrédulité face à ce qui se passait, face au destin de cette personne qui effectivement est tellement normale et qui n'a rien demandé à personne, et qui se retrouve avec un fardeau d'un poids démentiel sur les épaules, et qui décide malgré lui, malgré tout ce qu'humain censé ferait, de continuer avec ce fardeau. Et du coup, t'es incrédule face à cette décision et face à ça qui arrive au personnage. Mais franchement, les émotions que ce film procure, c'est démentiel. Et je pense que effectivement, je rejoins ce que tu dis sur les émotions en sortie de salle. On était au début, on était à l'aube du podcast, on était à l'aube de notre collaboration tous les 4 autour d'un micro. Et c'était un grand moment de cinéma, c'était un grand moment qu'on a vécu tous les 4. Et et surtout, ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est que au début, on n'avait pas
potentiellement on n'allait pas le voir. C'est juste qu'en février, il n'y avait pas beaucoup de films qu'on avait sur notre liste. Donc il y a eu un effet où on s'attendait vraiment à rien. Je pense qu'on avait eu un écho de bonnes critiques par Walid qui avait entendu 2-3 articles par-ci par-là. Mais vraiment, on s'attendait à rien. Quand tu regardes cette bande-annonce, tu te dis ouais, bah, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, je verrai Emilia Pérez bien avant ce film. Mais du coup, on s'attendait à rien et on a pris une énorme claque. Enfin, en tout cas, j'ai pris une énorme claque. Et franchement, ouais. Et en fait, je l'ai pas revu parce que je pense que j'ai presque pas envie de le revoir parce que bah vu que c'est un film à twist, bah ça va pas twister encore, mais enfin je m'en souviens encore et pourtant c'était en février quoi. C'était le plus beau mois de l'année quoi. Enfin, il y avait des fleurs au février quoi. C'était fou quoi. Ouais, bah moi du coup je l'ai mis 5e, j'aurais pu le mettre plus haut, j'expliquerai peut-être juste après pourquoi je le mets que 5e, mais bon je suis hyper d'accord avec vous, grosse claque de l'année en termes d'émotion, vraiment monumentale. Moi ce qui m'attirait sur le film, bah, c'est son réalisateur, hein, c'est Xavier Legrand parce qu'il avait fait Jusqu'à la garde qui pour moi était l'un des grands films des dernières années, ouais, tout court et français d'autant plus. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans Jusqu'à la garde, on pressentait un peu le potentiel d'horreur, de terreur que Xavier Legrand était capable d'inséminer dans ses films, avec le personnage de Denis Ménochet qui avait ce potentiel pour être terrifiant jusqu'à la dernière scène qui culminait dans un moment de tension, d'horreur, de peur, qui scotchait à son siège. Et bah là, du coup, cette fois, il a pleinement réalisé son potentiel. Enfin, le film est génial. L'interprète principal, dont le nom m'échappe à cet instant, est vraiment super, super, super. Il porte le film parce qu'il est dans toutes les scènes du film et je trouve ça génial. Pour moi, ce film comporte les 2 scènes qui m'ont le plus marqué cette année. Donc une scène avec l'un des cris les plus terrifiants que j'ai entendus de ma vie. Pas que en salle d'ailleurs, hein, vraiment de tout court, l'un des cris les plus terrifiants qui m'a traversé le corps, mais de part en part. Je pense que j'ai fait le bond de mon siège le plus haut de ma vie. Enfin, vraiment, j'ai sursauté, mais comme rarement dans ma vie. Et ce cri, je l'entends encore là en parlant. Évidemment, la deuxième scène qui pour moi est le pic de cinéma de cette année, qui est cette scène dont je ne dirai pas le contenu, mais qui comporte la musique Comme l'oiseau de Michel Fugain, qui du coup est le principal twist du film et qui m'a retourné. Enfin, vraiment, les twists, habituellement, ça fonctionne moyennement sur moi, souvent parce qu'ils sont pas super bien faits d'ailleurs aussi. Mais là, cette fois, je me suis vraiment liquéfié, j'étais scotché. La scène du twist, elle dure avec cette musique C'est qui pleurs. est complètement à côté du thème et de ce qui se passe à l'écran. Cette dissonance entre le son et l'image, avec une musique qui est quand même légère à la base, enfin c'est génial, enfin c'est tellement bien pensé, tellement bien mis en scène, tellement bien fait, enfin vraiment vraiment génial. Et donc du coup après tout cet aspect dithyrambique, pourquoi je le mets pas top 1 alors que vraiment ça donne l'impression que c'est mon film de l'année. Et d'ailleurs en parlant je me dis putain j'aurais dû le mettre plus haut, mais en fait les 2 aspects qui font que je le mets pas plus haut, le premier c'est que sur le premier twist du film, il y a une largesse d'écriture au travers de la réaction du personnage principal face à une révélation. C'est assez gros ce qui se passe et en fait il y a un peu une première bifurcation qui est est-ce que tu l'acceptes et tu restes dans le wagon et tu te fais rouler dessus par le film, ou est-ce que tu sors à ce moment-là. Je pense que Nina par exemple t'es plutôt sortie à ce moment-là du film. Nous 3, je pense qu'on est restés dans le train et qu'on a adoré. Et la deuxième, c'est la fin que j'aime vraiment pas, où je trouve que justement pareil, après avoir fait un film qui ne ressemblait à rien de ce qu'on avait vu avant, là raccroche les wagons Ouais. au schéma classique d'une tragédie grecque, où il y a vraiment un destin surplombant les personnages jusqu'à voilà cette fin qui est celle du film. Et ça, je trouve, enfin ça m'a vraiment déçu. Enfin vraiment, je me suis dit après tout le roller coaster, les montagnes russes qui m'a fait vivre, je m'attendais à une fin en apothéose et en fait la fin retombe comme un soufflet. Et c'est ce qui fait que je le mets pas plus haut dans mon top 5. Mais à part ces 2 éléments là, c'est une claque de cinéma, vraiment une claque. Nina, je l'appelle à la barre. Place à l'accusation. Alors moi, c'était mon début de ma session avec After Cinéma et puis ça continue aujourd'hui. Non, pour faire une concession, je reconnais la qualité du cliff
du cliff, pas du cliff, du twist, et de la scène avec la musique de Michel Fugain. Les deux scènes, c'était des scènes que j'ai trouvées très fortes et très bien. En revanche, je trouve que l'émotion ne suffit pas. Je suis sûre que si je regarde Dahmer, j'aurai des émotions très négatives, comme pour le successeur. Non, mais en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très attendu. Genre, enfin, à part ce twist, j'ai trouvé qu'on s'attendait. Je me suis attendue à beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pas du tout aimé la fin. En fait, moi, je pense que j'ai besoin de regarder des films avec des personnages que j'aime. Et en l'occurrence, lui, je l'ai jamais aimé. Je le trouvais froid, mou. En fait, et puis je trouvais que ça manquait trop de vraisemblance. À chaque nouvelle action, je me disais, mais non, en fait, personne ne fait ça. Et du coup, il m'agaçait et mon agacement pour lui a été croissant. Et voilà, en vrai, j'ai trouvé ça assez insupportable, hein, pour tout vous dire. Donc, je suis très triste qu'il soit top 1 aujourd'hui, mais je respecte le choix de mes camarades. C'est bien, on vit dans une démocratie. C'est bien, l'acteur principal donc, s'appelle Marc-André Grondin. Putain, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour ce rappel. Merci pour ça. Vive le Québec. Franchement, vive le Québec. Vive le Québec libre. Et ben, place à la conclusion. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté After Cinéma cette année. On a été très très heureux et heureuses de faire cette première année. On re-signe pour une deuxième année. Vous confirmez ou pas? On confirme. Nina, malgré ce top 1, tu restes dans l'équipe, prête pour une deuxième année? Je suis prête. J'espère à que en découdre. Et ben, Snéha aussi, on continue. Carrément. Et ben, on aura le grand plaisir de vous continuer à vous parler de films en 2025. Des bons films, des moins bons films, des excellents, des bouses. Il y aura de tout. Il y aura du français, il y aura de l'américain, il y aura du québécois. Voilà, on est hâte, on est pressé. Et je fais une dernière petite dédicace pour Léa Grèche et pour Camille Doucet, ma collègue, parce qu'elles font toujours partie des deux premières personnes qui écoutent le podcast, qui like, qui me font des retours positifs. Donc merci pour ce soutien. Elles font partie des deux premières auditeurs sur les 200 000 qu'on a aujourd'hui. Donc je tenais à leur faire un petit coucou. Voilà. Merci à tous et à toutes et à très vite. Merci, salut. Merci beaucoup.